Elles sont brillantes, elles sont intelligentes, elles ont de l'humour, mais ne vous y trompez pas, ces femmes qui sont en face de vous sont des guerrières. Et les combats qu'elles ont livrés ou livrent encore aujourd'hui sont nos libertés de demain. Je vous les présente tout de suite, mais est-ce bien encore nécessaire? D'abord, Eusanne Pasty, réalisatrice de renom qui a dirigé les plus grands, comme Marlon Brando ou Donald Sutherland, notamment dans Une saison blanche et sèche. Et vous nous raconterez d'ailleurs les difficultés, si euphémisme, qu'il y avait de tourner dans une Afrique du Sud de l'apartheid. Vous avez également marqué notre mémoire collective avec Rue Cazenègre, qui nous a fait comprendre notamment l'importance de l'école publique au début du siècle dernier. Vous avez été l'une des premières à être invitée par Nelson Mandela lors du premier anniversaire de son accession au pouvoir, et vous nous parlerez de tous vos projets qui restent à mener et que vous êtes en train de lancer. France Zobda, vous êtes actrice et productrice de renom également. On se souvient bien sûr de votre rôle dans Caprice d'un fleuve aux côtés de Bernard Giraudot, mais aussi de Béhanzin, de Guy Delorier, de Adieu Foulard, de Christian Lara. Vous êtes aussi la productrice de 2 succès télé, notamment à France Télévisions, qui sont Fait danser la poussière et Toussaint l'ouverture. Et puis, on se souvient également de vos rôles plus récents dans des séries comme Léa Parker, par exemple, pour la télévision. Vous avez fondé en 2002 le festival Cinemazonia en Guyane et vous avez effectivement, vous aussi, d'autres projets. Christine Kelly, bonjour Christine, votre métier de journaliste que vous avez exercé notamment à RFO, à Canal+, à France 3 et LCI ont forgé vos engagements en faveur des femmes dans les médias, mais aussi en faveur des familles monoparentales pour laquelle vous avez créé une fondation qui œuvre d'ailleurs avec efficacité en leur faveur. Vous vous êtes engagé également pour la formation des jeunes issus des quartiers populaires et tous ces engagements, vous les avez portés durant 6 ans au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel que vous venez tout juste de quitter pour créer le Musée européen des médias. Vous nous en parlerez. Catherine Jean-Joseph, d'abord vous avez été agent de comédiens célèbres comme Marion Cotillard, puis vous avez créé votre propre agence artistique avec cette idée chevillée au corps, comment investir le monde de l'imaginaire et de la création pour que se reflète une plus grande diversité. Vous avez ensuite porté ces idées comme conseiller de programme à France 2 puis à TF1 et vous avez décidé ensuite de créer votre propre école en faveur des comédiens et des réalisateurs pour les jeunes issus de quartiers populaires. Cette école s'appelle l'école Miroir et cet engagement citoyen vous permet d'être consulté régulièrement sur ces sujets qui font un peu l'actualité aujourd'hui. Alors, mesdames, je voudrais vous poser une première question. Est-ce un inconvénient ou un avantage d'avoir évolué dans un milieu d'hommes? Et les hommes qui sont dans cette salle ne rient pas. En tout cas, j'ai 4 frères, donc j'ai grandi avec mes frères. Et je pense que, enfin, ce qui me concerne, que je n'ai jamais eu de problème réel, je veux dire, avec ce que je suis, mon sexe. Je suis une femme et je ne pose pas la question de savoir bon, comment ça se passait, etc. Et donc. Et professionnellement, parce que c'est quand même là que les choses se. Oui, oui, mais je pense surtout que, je parle pour moi évidemment, que j'ai apporté beaucoup aux hommes avec lesquels j'ai travaillé et que je me suis enrichie aussi à leur contact. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais bon, il faut pouvoir s'imposer et puis voilà. France ? Moi, je dirais que ça a souvent été un avantage. Déjà, nous avons la chance. Quand nous sommes femmes, de pouvoir physiquement nous imposer d'une certaine manière, que ce soit par la force que nous avons, une force de proposition. Et je pense que même si c'est un milieu d'hommes, il faut trouver sa place. Donc il a fallu effectivement batailler, surtout dans ce milieu où il y a très peu de productrices, par exemple l'audiovisuel. Quand on est sur un plateau, c'est pareil. Mais c'est un combat de tous les jours. Et je pense qu'une femme peut trouver sa place puisque c'est une femme qui est en avant. Nous avons ce côté potomitan qui est toujours en nous, qui nous a été
transmis par nos mères et nos grands-mères. Et je pense que nous avons su et nous savons ce que nous avons à proposer, cette force de proposition que nous avons en permanence. Et je pense que j'ai su chaque fois, en tout cas, tirer avantage et tirer parti de ce côté avantageux d'être une femme. Christine? Le milieu d'hommes est un milieu difficile. Le milieu du pouvoir est un milieu horriblement difficile. Mais j'ai toujours regardé les obstacles et pas la sexualisation des obstacles pour pouvoir prendre l'élan, avancer et arriver. Si on commence à regarder si c'est un homme, si c'est une femme, ça devient compliqué. Mais c'est un milieu difficile. Ça, c'est le langage de la vérité pure. Catherine? Alors moi, je dirais que souvent, on m'a souvent considéré comme un homme avant de me voir, puisque je m'appelle Jean-Joseph. Alors à chaque fois, on voulait parler à Monsieur Jean ou à Monsieur Joseph, ou voilà, mais jamais à Catherine Jean-Joseph. Et du coup, donc je savais à quelle sauce j'allais être mangée. Mais ce que je dirais, c'est que effectivement, je dirais comme Christine, c'est que je me lève pas tous les matins en me disant oh mince, je suis une femme ou super, je suis une femme. Mais en tout cas, je sais que j'ai un but à atteindre et si quelquefois je me sens femme. C'est que l'autre me renvoie cette image, tout comme me renvoie l'image de je suis antillaise ou je suis noire, mais moi je le vis pas comme ça. Donc j'avance et je me pose pas de questions. C'est vrai que quand on me le rappelle, et ben à ce moment-là, comme dit France, on a en nous la femme potomitan qui est là et c'est pour ça que nous sommes des battantes. Je pense. Alors justement, puisque vous parlez de femmes battantes et de potomitans, vous avez quand même vécu des combats difficiles, voire très difficiles, et je voudrais que vous nous en parliez. Euzanne, notamment quand vous avez tourné une saison Blanche et Sèche en Afrique du Sud, je voudrais que vous nous racontiez quelques anecdotes qui n'ont pas été faciles quand même à vivre. Non, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais le plus gros problème en fait l'obstacle le plus considérable pour moi, c'est le manque d'intérêt des gens, le manque de curiosité par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous pouvez apporter. Alors pour ce qui est de l'Afrique du Sud, quand il a fallu faire ce film, évidemment personne ne voulait faire ce film. C'était encore au temps de l'apartheid? Oui, c'était en pleine période d'apartheid et puis tout le monde faisait du business avec l'Afrique du Sud et personne ne voulait être le premier à dénoncer l'Afrique du Sud. Et vous êtes fait passer pour une chanteuse pour pouvoir tourner votre film. Oui. Alors pour pouvoir entrer à Soweto, sous un nom d'emprunt, donc j'étais une artiste à la recherche de musiciens, de chanteurs de voix polyphoniques pour pouvoir faire un disque. Donc j'ai pu être introduite par l'ami, médecin et ami de Nelson Mandela, qui est Ntato Motlana. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer des gens, des enfants, des femmes qui avaient été torturées et des mères qui m'ont raconté exactement ce qui s'était passé. Alors c'est sûr que j'ai quitté l'Afrique du Sud, mais bon, avec une cassette en tout cas, avec ces enregistrements et dans ma petite culotte. Vous avez donné tous les détails. C'était pas évident. France. Alors, un des combats les plus difficiles, ça a été pour moi en tant que productrice d'arriver à faire passer à 20h30 le message que nos Outre-mer devaient exister en prime. C'est-à-dire que nous devions être présents et que la télévision devait être le reflet de cette société française multiculturelle, multisociale, multicolore. Ça a été un combat difficile et c'est un combat qu'on mène au quotidien. C'est toujours un combat, mais c'est un combat qui est agréable à porter parce que nous avons fait des audiences chaque fois sur nos projets, comme Toussaint l'ouverture, Fait danser la poussière, Les Amants de l'ombre, le Family Show récemment. Et donc, arriver aussi à faire comprendre à mes compatriotes que lorsque nous faisons du prime, que nous devons être universels. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas arriver avec nos histoires dans un enfermement, mais nos histoires dans une ouverture sur le monde. Donc, de temps en temps, devoir faire des compromis, parce qu'il faut intéresser un large public. Et ça, de temps en temps, il y a des reproches, on sent quelques reproches. Donc, je leur explique que pour qu'on puisse exister, il faut qu'on soit malin. Il faut qu'on arrive à exister dans l'universel. Ça, c'est un combat difficile, mais c'est un combat qui me porte et que je porte avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que je pense que nous avons une transmission à donner.
Et que si nous ne faisons pas ce combat, nous ne le menons pas maintenant, demain il sera trop tard. Christine? À vrai dire, je ne sais pas comment répondre à cette question. Est-ce que tous mes combats ne sont pas difficiles? Est-ce que... Les combats des familles monoparentales que vous avez menés d'arrache-pied, là, c'est un combat difficile. Très, très. Pleurer avec elles, passer des nuits avec elles. Je n'en parle pas, mais il n'y a pas un soir où je me couche sans parler à une famille monoparentale qui a couché ses enfants, qui est au bord du suicide, qui habite en plein Paris, qui ne sait pas quoi donner à ses enfants à manger, qui va se faire expulser parce que l'huissier vient le lendemain. Et pas un soir, je me couche avec une femme en ayant des frissons, les larmes aux yeux. Pas un soir. Et mon combat difficile pour les familles monoparentales, c'est d'arriver à faire connaître la difficulté et la souffrance de ces femmes qui élèvent seules leur enfant. Première victime de la pauvreté en France, personne ne veut le reconnaître, personne ne veut en parler, alors qu'on parle tout le temps des 8 millions de pauvres en France. Et la définition du pauvre en France, c'est une femme qui élève seule son enfant, c'est un scandale. Et lorsqu'elle va dire « je souffre », on va la regarder et la mépriser. C'est triste. Ça, c'est un de mes combats difficiles. Un autre combat difficile peut être au CSA, la baisse du volume sonore de la publicité par rapport au reste des programmes, en disant comme ça n'a l'air de rien. Et derrière, les combats, les difficultés, faire le tour du monde, être le premier pays au monde à le faire avant les États-Unis, me bagarrer pour que ça puisse être accepté au CSA. On supprime justement le passage de mon dossier au CSA. Je me bagarre pour passer par la fenêtre pour que ça puisse être fait. Et 19 juillet 2011, ça ne parlera pas. Mais pour moi, c'était une véritable réussite. Grosse résistance. Et puis comprendre le dossier techniquement hyper difficile. On était à 20 au départ pour essayer de le comprendre. Tu as tous les techniciens du son qui te parlent chinois. Finalement, on est 15, on est 12, on est 9, on est 8, et puis on est 2, le directeur technique et moi. Je lui dis, reprenez la phrase, réexpliquez-moi encore. Mais ça fait juste 2 heures que vous m'expliquez la phrase, mais réexpliquez-moi encore, jusqu'à comprendre et jusqu'à arriver à cette réussite. Aujourd'hui, le téléspectateur français ne prend plus, il ne se rend pas compte sa télécommande pour baisser le volume sonore de la publicité lorsqu'elle arrive. Il ne se rend pas compte. Ça, c'est ma plus belle victoire. Et de se dire aussi qu'il ne se rend pas compte. Bon, ça peut encore arriver quelques écarts, mais ça. Mais, à vrai dire, Hélène, je pense que mon plus gros combat, c'est peut-être celui d'exister, de rester soi-même, d'être soi, de se regarder dans la glace et de se dire, bon, je suis née comme ça, de l'outre-mer, tel que je suis. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi? Ah ben, tous les jours, c'est un combat. Et comment vous aidez toutes les 4, les autres et les générations qui viennent? Et ça, c'est quelque chose qui vous est propre et particulier. Catherine Jean-Joseph, justement, Catherine, tu encadres les jeunes issus des quartiers populaires de la région parisienne, notamment, pour les aider à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire être comédien, être réalisateur. Oui, d'abord, moi, mon parcours dans les chaînes de télé, à France 2 et à TF1, m'ont fait prendre conscience, en tout cas, qu'il y avait une partie de la société qui était laissée en jachère, en tout cas l'imaginaire et la créativité. Dans les chaînes, on veut toujours faire de l'audience. Alors je me rappelle, quand j'étais dans les chaînes, France et moi, nous menons bien sûr un combat de façon très, très soudée l'une et l'autre. Et pour faire danser la poussière, ça a été un parcours très long, parce que tout simplement, on me disait, une héroïne noire, voilà, ça ne fera pas d'audience et ça n'intéressera personne. Sauf que derrière, ils ont oublié de regarder que c'était le thème énorme, qui est le thème de la résilience, qui est beaucoup plus important. Et c'est en cela de se dire qu'on a en chacun de nous une part d'universel. C'est ce combat-là que j'ai mené dans les chaînes pour faire exister, pour que on voit plus de représentativité. C'est vrai que, comme Christine, ça paraît normal quelquefois de voir des gens de la diversité dans les films, mais derrière, il y avait tout un travail de convaincre les gens et de louvoyer et de jamais être frontal. Alors du coup, quand j'ai quitté TF1, je me suis dit, il faut aller à la rencontre de cette créativité qui est aphone, qui est complètement aphone, qu'on n'entend pas. Donc j'ai décidé de créer l'école Miroir, qui est une école pour les jeunes talents émergents des quartiers, qui est basée à Épinay-sur-Seine. Et cette école est gratuite. On forme les jeunes au métier d'acteur, auteur et réalisateur. Elle est gratuite, elle est unique, puisque nous allons jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc c'est un travail de longue haleine, mais notre plus grande joie,
c'est d'avoir fait un partenariat avec la Fondation Robert Kennedy qui s'est intéressée à nous. Nous avons monté un énorme spectacle au Sénat qui s'appelle Speak Truth to Power, parler vrai au pouvoir, où les jeunes ont joué devant les politiques en présence de Kerry Kennedy qui est venu. Et du coup, ce spectacle fait partie de leur insertion professionnelle. Nous allons jouer en Guadeloupe, nous partons du 25 avril prochain. Nous allons jouer au Guadeloupe devant des jeunes, devant 1600 élèves, et nos jeunes vont parler vrai au pouvoir, ils vont parler des droits de l'homme à ces jeunes en Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment une belle réussite et ils vont être rémunérés pour ça. Ce sont maintenant des professionnels, ils vont être rémunérés. Et le travail en amont que j'ai fait dans les chaînes, c'est aussi pour se dire, il faut les inclure, il faut les intégrer. Ce sont des gens qui sont intégrés. Donc, messieurs les décideurs, intégrez ces jeunes. C'est voilà. à vous de les intégrer. Il y en a dans la salle. Le message est passé. Vous avez toutes les 4 travaillé à l'étranger. Et comme vous avez pu comparer un petit peu le fonctionnement de l'Hexagone, de l'Outre-mer et des pays étrangers, je voudrais que vous nous fassiez votre propre analyse et notamment l'avantage ou l'inconvénient d'être une femme d'Outre-mer quand on travaille à l'extérieur de nos frontières. L'avantage, c'est d'être une femme plurielle. C'est-à-dire que lorsque nous sommes n'importe où dans le monde, nous avons vraiment la sensation que le monde nous appartient. Alors, il y a une résonance en nous de toutes ces cultures, de toutes ces races qui nous animent. Et je crois que lorsqu'on arrive quelque part, on se sent totalement en adéquation avec le lieu, parce qu'on arrive à intégrer le lieu. Et le lieu nous intègre, parce que les gens qui nous reconnaissent à l'étranger nous voient comme des femmes d'outre-mer, mais des femmes françaises aussi. C'est-à-dire qu'à l'étranger, nous sommes totalement françaises et plurielles. Nous allions tous les avantages d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des femmes ultramarines. Alors que lorsque nous sommes ici, nous avons quelquefois la sensation d'avoir un petit côté étranger. Donc ce qui est très drôle, c'est le respect qu'on a aussi pour nous à l'étranger, la reconnaissance, la gratitude de ces femmes ultramarines qui arrivent avec un certain exotisme, parce que quelque part, quand on arrive, on se demande d'où nous venons. Nous avons un tel mélange qu'on se pose la question, mais le temps de se poser la question, nous sommes déjà dans la place et nous cherchons à prouver nos talents. Et c'est vrai que la reconnaissance du talent à l'étranger nous donne un certain respect. Et du coup, on se sent totalement respecté et capable de dépasser les montagnes que lorsque nous sommes à l'étranger. Eusanne ? Non, c'est totalement vrai ce qu'elle dit, c'est ce que je pensais. Je partage totalement ce point de vue. Quand on est à l'étranger, on a un nom, on existe. Les gens se souviennent de votre nom et ils savent rendre hommage à ce que vous faites. Ils s'intéressent à vous. Et c'est vrai que c'est triste à dire, mais je ne me suis jamais sentie aussi étrangère dans mon pays, la France. Voilà, comme je le sens. Je le suis totalement. Et c'est vrai que de par notre naissance, notre lieu de naissance, à notre culture plurielle, donc nous, quand on est à l'extérieur, donc nous sommes de véritables citoyens ou citoyennes du monde. Quoi. On s'adapte Voilà. vite. Et ici, bon, ben, je ne sais pas, je prendrai un exemple. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'obstacles extraordinaires, pour moi, je parle de l'indifférence, du manque de curiosité de ce que nous sommes. On a l'impression que quand on est ici, et pourtant on aime ce pays, et Dieu seul sait si on le défend aussi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas quand on est à l'étranger. Voilà. Mais je prendrai un exemple très simple pour illustrer ce que je dis. J'ai réalisé donc ce film qui a été cité tout à l'heure, Une saison blanche et sèche. Bon, ben, quand Marlon Brando est mort, personne ne m'a appelé. J'étais en France. Quand Mandela meurt, j'ai rencontré Mandela. J'ai fait un film en Afrique du Sud, sur l'Afrique du Sud, en pleine période d'apartheid. Eh bien, personne. Il y a eu des délégations qui sont parties là-bas. On ne m'a pas cherché, on n'a même pas cité mon nom. La presse étrangère a parlé de moi comme auteur, par exemple, d'Une saison blanche et sèche. Quand André Brink, l'auteur de ce best-seller, il nous a quittés il y a un mois, eh bien, je ne citerai pas ces journaux, mais en tout cas, des journaux très connus. On dit le réalisateur américain, Eusanne Palsy. On va pas se fâcher avec la presse écrite. Voilà, donc à porter à l'écran l'œuvre majeure d'André Brink, par exemple. Non, c'est vrai. Bon, après, donc,
ils ont rectifié. Mais c'est pour vous dire qu'on a l'impression de ne pas exister, quoi. Christine, tu Oui, partages mais ce moi point je de vue. rebondis exactement sur ce que disent les filles. C'est-à-dire que moi, quand je suis à Cuba, tout le monde me parle en cubain dans la rue et je dis je comprends pas et les filles elles m'engueulent. Oui, vous comprenez, vous faites comme si vous n'êtes pas cubaine. Non, je suis pas cubaine, quoi. Quand je suis en Égypte, on me prend pour une Nubienne. Quand je suis à Marrakech, on me prend pour une Marocaine. Lorsque je suis aux États-Unis, on me prend pour une Américaine. Lorsque je suis dans tous les pays du monde, on me prend pour une locale. Et lorsque je suis à Paris, on me demande d'où je viens. C'est systématique. C'est systématique. Voilà, Et oui. apparemment. Et ça, tu le vis vraiment dans tes tripes. Donc, c'est vraiment touchant. Quand je vais aux États-Unis, la différence, c'est qu'on ne regarde mes compétences. On ne regarde pas qui tu es, ton âge, ta couleur, comment tu es coiffé, comment tu es habillé. C'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu as fait? Ça intéresse. Bon, même si c'est dans le monde que je me sens effectivement intégrée, comme vous dites, il n'y a rien de meilleur au monde que de prendre l'avion 3-4 fois par an, d'atterrir en Guadeloupe, et tu dis que tu es né entre deux cocotiers là, et que tu vas voir maman, et c'est là que tu prends toute ta force pour pouvoir porter des fruits haut fort en France, à l'étranger, même si on ne te reconnaît pas en tant que tel. Oui, alors là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Christine et je pense que beaucoup de gens dans la salle doivent partager ce point de vue comme ceux de nos autres invités. Catherine, tu vis aussi la même chose? Oui, bien sûr. On est, comme dit France, on est tout à fait pluriel. Mon père avait l'habitude de dire que les Antilles, c'est la pluralité des races et que c'est en cela qu'on a tous les continents en nous et où on se sent à l'aise et très fort. Et on vit, et en France, c'est vrai qu'on a sans arrêt l'impression de devoir mettre en jeu toujours notre crédibilité, c'est-à-dire se dire, oui, j'ai fait, se balader avec notre CV derrière en disant, mais oui, je vous assure, hein, je suis crédible, voilà. Et alors c'est vrai qu'à l'étranger, moi j'ai beaucoup travaillé avec des acteurs américains, norvégiens, canadiens, qui n'ont jamais contesté que j'étais agent. J'étais le premier agent de Marion Cotillard, ça c'est un fait, on ne peut pas le gommer, donc il existe. Voilà, on connaît tous nos talents, on connaît tous nos points forts et nos talents, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est vrai qu'on vit beaucoup en France avec nos antennes, on a les antennes levées, vraiment. Et quand on arrive aux Antilles, c'est vrai qu'on s'assoit et qu'on se dit « Ah, on respire ». Parce que on a cette matrice qui est en nous, qui nous rappelle qu'on vient de là. Et qu'à ce moment-là, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. Voilà, le combat, on peut se reposer du combat. Et c'est là qu'on se rend compte le plus souvent qu'on baisse les antennes et qu'on se met à parler créole et qu'on est là comme ça et qu'on se dit ouais, c'est chouette quand même. On est nu-pieds. On est nu-pieds. Voilà, là, il y a une espèce de petite ambassade de l'outre-mer qui s'est installée, Pavillon Gabriel, ce matin. Votre plus grande fierté? Alors moi, je ne parlerai pas de ma plus grande fierté, mais je dirais ma fierté d'être ici aujourd'hui. Ma fierté d'être ici aujourd'hui avec des femmes comme celles qui sont devant vous. Alors je commencerai par Eusanne. Eusanne pour moi, la première fois que j'ai vu Eusanne, j'étais hôtesse à la Nuit des Césars. Et j'étais la seule antillaise, la seule noire. Et les gens passaient, il y avait Bette Davis, il y avait tout le monde qui passait, qui ne nous disait pas bonjour. Bon, ça c'est un fait. Et puis Eusanne arrive, c'était la rue Cazenègre, Joseph Zobel, c'était la fierté, donc, et elle vient me dire bonjour. Voilà, j'étais jeune, elle est venue, elle m'a serré la main et elle est passée. Et juste ce contact qui peut vous dire que, voilà, elle m'a vu, elle sait, on vient du même endroit. Et pour moi, ça a été, voilà, en dehors de tout ce qu'elle a fait, bien sûr, ce parcours exceptionnel qui fait d'elle une pionnière, qui a fait tous les combats, ça c'est pour moi la grande fierté d'être ici, c'est d'être aussi avec Eusanne, c'est d'être avec France. On a des combats communs, on combat toujours, elle et moi, de pouvoir faire Toussaint l'ouverture, d'avoir mis 7 ans à le faire, et d'être toujours, de se dire toujours, on y va, on ne regarde pas derrière nous et on avance. Ça, c'est la fierté. Christine Kelly, qui a son chemin, qui a un beau chemin. Le CSA, LCI.
voilà, c'est des gens qui sont des pionnières et qui avancent. Et je ne parlerai pas de moi parce que je ne sais pas parler Qui en de moi. est une aussi. On va le faire pour toi. On va le On va faire. le faire pour toi, justement. Voilà. Ozan. Alors, moi, je dirais, je vais commencer par toi, Uzanne. On commence souvent par toi, parce que tu es notre pionnière, vraiment. Et je pense qu'on est très fiers de toi. Je suis très fière de toi parce que tu es la première réalisatrice, quand même, qui a laissé une telle marque qu'on n'arrive plus à rentrer dans ces marques. Depuis toi, il n'y en a pas eu beaucoup. 35 ans que cette rue Cazenègre a existé et 35 ans qu'on en parle encore. Ce qui veut dire que tu as marqué les esprits et que tu as rendu possible le champ des possibles. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, beaucoup se sont dit, c'est possible de faire ce métier parce que Zan a réussi et nous a montré qu'il y a un professionnalisme derrière. Donc pour nous, merci. Et puis merci de montrer aussi à des hommes qui n'ont pas voulu avoir le courage d'aller en Afrique du Sud, que toi tu y es allé et que tu ne t'es pas gêné pour rentrer, pour percer le mur qui était compliqué et difficile et d'y arriver. Donc je te dis merci et vraiment je suis très très fière de toi, tu le sais. Christine, bah oui, ne te cache pas. Je suis très fière de toi aussi parce que lorsque je t'ai vue la première fois à LCI, je me suis dit, c'est génial parce que c'est une journaliste qui est là, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nommer de couleur. Tu as un professionnalisme hors pair. Nous étions tous très fiers de toi. Et une fois de plus, première journaliste à ce moment-là, à LCI. Nous étions tous scotchés devant notre télévision et on n'avait Dieu que pour toi. Je crois qu'il n'y avait plus que toi qui existais. Et aujourd'hui, je sais ton combat au CSA depuis 5 ans. Je sais tous les combats que tu mènes au CSA. Et tu as su en faire quelque chose puisque tu as rebondi sur ces familles monoparentales à qui tu donnes une chance d'exister. Donc nous ne pouvons qu'être très très fiers de toi. Je te remercie pour ça. Et Catherine, alors c'est une histoire d'amour entre nous parce que je l'ai connue comme ça. Elle habitait en face de chez moi, de chez ma grand-mère. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai une affection particulière. J'étais à sa communion et tout. Donc on a une vie commune déjà, une vie passée. Et nous nous sommes retrouvés sur les bancs de l'audiovisuel. Et je suis très fière de Catherine parce que c'est quelqu'un qui est une battante, qui, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées dans les chaînes de télévision pour faire passer les messages, elle a été au combat, elle était au front. Et c'est quelqu'un qui a su sortir du service public pour passer au service privé qui l'a demandé, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'elle était chez France Télévisions. TF1 a sollicité une place que tout le monde rêve d'avoir, l'a sollicité, et de la voir passer de l'un à l'autre avec une grande simplicité, un grand professionnalisme, et ensuite de se plonger vers les défavorisés, les gens démunis, passer de l'un à l'autre comme ça. Catherine, merci. Tu sais toute l'affection que j'ai pour toi. Et vraiment, pour moi, c'est une grande fierté parce que tu as su passer de l'un à l'autre et chaque fois réussir là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais comme combat n'est pas un combat qui te rapporte matériellement, mais tu donnes énormément de ta personne. Donc, merci. Et je voudrais quand même remercier Hélène. Ah bah non. Parce qu'on parle toujours des autres. Mais Hélène, merci parce que ce que tu fais chez France Télévisions est formidable. Mais tu l'as commencé depuis longtemps, puisque au ministère de l'Outre-mer, tu avais déjà commencé. Et tu as un parcours aussi exceptionnel. C'est gentil, Donc François. on te remercie. Non, mais il faut remercier les femmes. Voilà, bah, Chris, on enchaîne avec Christine. Christine, qui est ta Mais plus moi, grande je fierté. souscris à tout ce qui a été Bah, dit. tu penses. Et, non, mais à puissance 10. Et moi, je veux dire que, franchement, avoir la chance d'être avec vous toutes ici ce matin, 8h30, un samedi matin, pour l'Outre-mer, non, mais c'est-à-dire que tout le monde a réussi dans son parcours et tu te dis, je me lève ce matin pour l'Outre-mer. Ça, c'est une fierté. Merci en tout cas. à En vous. tout cas, je merci voulais- d'être là. Ouais. Je voudrais que... je vais te redonner la parole, Zan. D'abord, pour te demander quel message tu voudrais délivrer à ces jeunes pour lesquels vous êtes toutes les 4 des modèles et qui ont besoin de rentrer dans vos pas et de suivre votre parcours. Ben, écoute, moi je dirais qu'il ne faut rien lâcher. Il faut qu'ils s'accrochent et qu'ils font partie de ce pays. Ce pays a besoin d'eux, de leur intelligence, de leur imaginaire, de leur savoir-faire et qu'ils ont leur place et de ne pas se laisser impressionner ou décourager par tous ces clichés, par ces images tellement négatives qu'on véhicule et surtout pas de victimisation. Voilà. Parce que c'est Quand c'est extrêmement dur, important. il faut se relever, s'accrocher. il faut s'accrocher. Oui, personne ne vous donnera rien. Hein, on ne vous fait pas de cadeaux. Il faut prendre les choses. Il faut aller au-devant des choses, ne pas attendre que ça vienne. Et puis,
c'est un combat, c'est un combat. Et puis c'est vrai que nous avons beaucoup parlé des choses difficiles, mais il y a aussi de très belles choses. Et ça débouche aussi sur de grandes choses. Et d'où ma fierté, effectivement, d'être ici avec ces dames, et qui sont des femmes de combat, hein, des mantines en plus jeunes, et qui réussissent. Elles réussissent et elles le font en gardant leur féminité, n'est-ce pas, messieurs? Voilà. Donc ça, c'est très important. France? Moi, je dirais aux jeunes qu'il faut garder sa détermination et savoir qu'on compte sur eux parce que demain, aujourd'hui, c'est eux qui préparent l'avenir. Nous comptons sur eux. Il ne faut jamais rien lâcher. Nous ne lâchons pas. Nous sommes comme des roquets. Nous gardons notre os. Nous le tenons fort. Donc, il faut faire comme ça. Il faut se dire, pour les jeunes aussi d'outre-mer, qu'impossible n'est pas outre-mer. On disait qu'impossible n'est pas français. Impossible n'est pas outre-mer. Ce n'est pas un mot qui fait partie de notre vocabulaire. Et nous avons besoin de cette jeunesse parce que c'est elle qui enclenche le mouvement. Et c'est une jeunesse qui est dynamique. On a une jeunesse qui a envie, qui a des choses à proposer. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle garde. Et il faut qu'elle continue parce que nous essayons de transmettre et qu'elle garde ce témoin qu'on est en train de leur passer, ce relais, et qu'elle continue à y croire parce que nous ne vivons aussi que des bonheurs de réussir là où nous sommes. Christine? Moi, je dis souvent aux jeunes qui me demandent des conseils que quand on vous dit de ne pas aller là, c'est là où il faut aller. Quand, par exemple, je suis allée à l'école de journalisme de Bordeaux et que la patronne m'a dit « Oui, mais vous savez, vous aurez froid comme tous les autres ultramarins, vous allez retourner », je lui ai dit « Bah non, j'aurai pas froid, j'ai acheté un pull. » Et donc, moi, je dirais peut-être qu'une phrase, le cancer de la réussite, c'est le doute. Exactement. C'est remettre comme un champion, c'est remettre tout le temps son titre en jeu. Et avec pugnacité, surtout, et avec passion. C'est la passion qui nous tient. Et surtout, c'est la passion et la réussite. C'est-à-dire quand on se retourne sur le parcours de chacun, c'est qu'on se dit, ben oui, ben ça a quand même marché. Et on oublie les sueurs et on oublie la difficulté parce qu'on se dit, ça a marché. 7 ans pour monter Toussaint l'ouverture, oui, mais ça a marché. Fait danser la poussière, on s'est battu avec France, mais ça a marché. Ça a été la meilleure audience de 2010 de France Télévisions. L'école Miroir, ça a marché, ça commence à marcher. Eusanne, ça a fonctionné. Voilà, donc c'est des combats, mais qui ont fonctionné. Ce sont aussi des réussites, et il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas perdre sa passion et son intime conviction. Quand on vous dit non, si vous avez l'intime conviction au fond de vous-même que c'est le bon chemin pour vous, allez-y et ne laissez personne vous démontrer le contraire. Alors je voulais dire, oui, je crois que ça mérite effectivement des applaudissements. Et je voulais vous dire également que, notamment pour les jeunes qui sont dans cette salle, que vous, évidemment, pourrez rencontrer ces magnifiques personnalités tout au long de la journée. Eusanne, tu voulais ajouter? Oui, je vais juste dire un petit message aux jeunes filles, parce que c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour elles de simplement partager cette pensée, cette pensée d'un Kenyan qui disait, je vais le dire donc en anglais et ensuite en français, « When you educate a man, you educate an individual. When you educate a woman, you educate a nation. » Alors, les messieurs nous pardonneront parce que... non, c'est pas méchant, mais au contraire, je pense j'en ai parlé à Nelson Mandela. Je lui ai demandé s'il souscrivait. Il m'a expliqué en long et en large pourquoi it was accurate, que c'était très juste, justement. Et ça, sans faire de sexisme ni rien, mais c'est vrai. Donc, c'est pour que les jeunes femmes, elles ont un rôle à jouer et elles doivent en être conscientes. Et les hommes aussi, d'ailleurs. C'est un proverbe de M. Gandhi. Voilà. Hein? Ça a été repris et repris. Tu ne l'as pas traduit en français pour ceux qui Alors oui, on le traduit en français quand même. Quand on éduque un homme, on éduque un individu, et quand on éduque une femme, on éduque une nation. Et en créole maintenant? Voilà. Non, mais quand même, non, mais vas-y, en créole. Non, mais à toi l'honneur. Mais pourquoi? Tu veux que je fasse la traduction? Oui, bien sûr. L'homme qui a éduqué un homme. L'homme qui a élevé. L'homme qui a éduqué un homme. Un homme. Ou qui a éduqué un individu. Et là, on a éduqué un woman, ou a éduqué un femme. Un woman, pardon. On va dire à Cyril de bravo les filles, bravo. Donc, on a éduqué un femme, ou a éduqué une nation. Voilà. Très rapidement, mesdames. Là, je pense que vous avez mis l'ambiance pour la journée.
Très rapidement, vos projets en instance, on a parlé du Musée européen des médias que tu viens de lancer, Christine. Je voudrais que je lance le projet, mais c'est un projet à 4-5 ans. Hier, j'étais à Nice pour chercher un site, Paris, Amiens, Boulogne, et il n'y a pas de musée des médias en France ni en Europe. Je veux que ça soit le premier créer ce musée. Alors, c'est complètement impossible, hein. C'est matériellement impossible à faire, mais je vais le faire. Voilà, vous avez compris le message. S'il n'est pas outre-mer. Moi, mes 2 prochains projets, il y en a un qui, dans la collection de France 3, s'appelle Meurtre à la montagne pelée, parce qu'on a réussi à proposer un meurtre qui se passe en Martinique, aux Antilles. Et puis, nous travaillons activement sur 2 fois 90 minutes pour France 2. Ça va traiter des années 60 à aujourd'hui, justement pour parler de l'évolution des générations ultramarines, du Bumidum à aujourd'hui, pour savoir qu'est devenue la jeunesse, comment elle se sent aujourd'hui. Une fiction, bien sûr, de 20h30. Et donc, on fait ce projet, on a réussi à convaincre France 2, donc c'est possible. En fait, mes projets sont toujours doubles, c'est-à-dire que je mène 2 types de combats. Un combat pour faire avancer les choses. En tout cas, c'est celui de veiller à ce que la TSA, la taxe sur la valeur ajoutée, la loi a été votée à plus de 50 ans après qu'elle existe en France, qu'elle soit effectivement appliquée dans l'outre-mer, hein, puisqu'on n'existe pas au niveau cinéma, le CNC ne reconnaît pas, mais notre cinéma n'est pas régi par le CNC. Ça veut dire que quand vous sortez un film dans l'outre-mer, vous ne savez pas combien d'entrées vous avez fait, vous n'avez pas le fonds de soutien. En tant qu'auteur, vous ne touchez pas vos droits d'auteur. Et ça existe depuis plus de 50 ans. Donc maintenant, la loi a été votée depuis 2 ans. Et donc, elle devait entrer en application le 1er janvier 2015. On apprend comme ça que ça a été modifié en décembre, 2 jours avant l'application. Alors que ça sera pour... donc je vais à cela. Ça, c'est un combat. Et puis, le problème de quota. Voilà, qu'il y ait donc davantage de présence colorée sur les écrans, médias. C'est un combat que vous partagez toutes, Catherine. Alors moi, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. L'école Miroir, bien sûr. La prochaine promotion, on espère la débuter en septembre prochain. Et puis, je suis aussi manager conseil d'auteurs et de réalisateurs. Et je m'occupe de Marguerite Aboué, qui a fait Aya de Yopongo, et qui écrit sa série et que j'espère coproduire. Elle sera tournée en Côte d'Ivoire. Et puis aussi le combat commun qui est plus de diversité. La diversité, la parité, c'est le même combat. Voilà. Donc elle n'est pas discutable. Elle est, tout comme la parité n'est pas discutable. Merci beaucoup, mesdames. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'elles ont des vrais combats qu'elles mènent pour nous.